Bien, bonjour à tous. Dans cette session, je vais vous parler qu'on va pouvoir faire du Java sans avoir aucun JDK sur son poste. Généralement, quand on arrive dans une entreprise, dans un projet, lorsqu'on change de projet dans son entreprise ou quand on arrive sur un projet open source, la première chose qu'on va faire, c'est surtout lire la documentation. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Quand on arrive sur un projet qui est monotechno, monolangage, généralement on va s'en sortir. Si on parle de Java, on va prendre la bonne version de Maven, la bonne version du JDK. Si on fait du front, on va installer ce qu'il faut. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais généralement, ça va le faire. En plus, ce qui est quand même sympa, normalement, c'est que votre configuration, elle est introduite dans le README. Si jamais ce n'est pas le cas, petite parenthèse, faites-le, c'est quand même plus sympa. Quand on est sur des projets qui sont multi-techno, donc vraiment plusieurs, comme une application de A à Z, du front, du back, une base de données, ou alors plein d'autres outils qui vont tourner autour de votre application, là, ça commence à être un peu plus sport. On va devoir jouer avec chaque langage, chaque brique. Si on est développeur back, peut-être que je ne sais pas comment installer le front. Bon, normalement, c'est écrit. Pour les projets compliqués, si ce n'est pas écrit, je vous conseille fortement quand même de le faire. Sinon, c'est un enfer. J'ai déjà Lucas, j'ai mis 3 semaines à essayer d'installer le projet. Donc forcément, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Clairement, le projet open source, tant pis. Et c'est aussi important quand on va switcher de composants, dans le sens où on parle souvent d'architecture microservices. C'est quand même installé dans pas mal d'entreprises. Et même si les versions de Java, par exemple, vont être mises à jour sur tous les composants, il y en a forcément un, on est tous d'accord, il y en a forcément un qui va traîner de la patte. Donc aussi, on va avoir un composant Java à 8, on va dire, ou 11, et le dernier qui est en 17. Et forcément, quand on va switcher de composant ou de projet, il va falloir repenser à la configuration. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de lancer un test et d'avoir un énorme crash parce que j'avais pas la bonne version de Maven, du JDK. Alors, c'est pas compliqué, on le voit vite, mais ça fait quand même 2-3 lignes de commande à taper pour justement s'adapter au projet. Moi, perso, ça m'agace un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui existent, NVM qui permet côté front de switcher de version rapidement. Et l'outil que j'adore, c'est SDKman qui permet, je ne sais pas si vous connaissez, mais d'installer des versions de plein d'outils différents, du Maven, du JDK, il y en a plein d'autres, et de switcher rapidement avec une simple SDK, use Maven par exemple, et la version qu'on veut. C'est quand même assez pratique. En 2016, il y a eu l'arrivée des IDE Cloud. Moi, j'ai découvert ça cette année-là. En fait, il y avait Eclipse qui était arrivé et on avait fait une démo d'une application, du développement qu'on faisait sur le cloud. Et c'était quand même assez sympa, mais je ne m'étais pas intéressé parce que j'avais pas de use case. Il y en a plein d'autres. On en fait des IDE Cloud. Il y a GitHub Code Spaces, il y a Code Anywhere. Je connaissais pas. J'ai découvert ça quand j'ai préparé ce slide. Et il y a Gitpod. Alors pourquoi moi je vais vous parler de Gitpod? Tout simplement parce qu'en fait moi je suis un gros utilisateur de GitLab et je ne sais pas si vous connaissez le bouton Web IDE qui permet d'avoir une sorte d'éditeur de texte. Alors ça se dit IDE mais en fait c'est juste un simple éditeur de texte, mais qui est vachement pratique pour modifier tout ce qui est properties, fichiers de documentation, et si on est un peu fou on peut changer du YAML aussi sans avoir d'extension ou de plugin qui va valider ça. Et un jour j'ai vu une petite flèche apparaître. Et en fait, j'ai vu la lumière, donc j'ai cliqué, j'ai vu Gitpod. J'ai fait, tiens, ça a l'air plutôt sympa. Et à partir de là, j'ai réussi à avoir un environnement, comme c'est écrit dans la petite description, qui est vraiment ready to code. Donc vraiment sympa. Du coup, j'avais essayé sur des petits projets perso que je faisais. Et à partir de là, j'ai vraiment apprécié. En plus, ce qui est bien, c'est par défaut intégré dans GitLab. Mais on peut aussi l'avoir dans GitHub et Bitbucket. Alors Bitbucket, j'ai mis en parenthèse que je n'utilise pas, mais dans GitHub aussi c'est possible. J'utilise Chrome, on peut télécharger une petite extension, et à partir de là, ça va faire apparaître un bouton Gitpod dans GitLab et dans GitHub. Donc au final, j'utilise le même outil, et je vais pouvoir l'utiliser sur les deux gestionnaires de sources qu'on connaît. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Gitpod, on va pouvoir l'utiliser 50 heures par mois. Donc 50 heures, ça peut paraître peut-être pas beaucoup, mais si on l'utilise pour des projets open source, 50 heures, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Moi, je sais que je suis arrivé une fois à 47 heures, je commençais à trembler un peu, mais au final, voilà, c'était pour des petits projets, donc je n'en avais pas forcément besoin de plus. Ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir ouvrir 4 workspaces en parallèle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir 4 projets ouverts en même temps dans la version gratuite, donc c'est quand même assez sympa. Moi qui ai toujours pas mal de projets à droite à gauche d'ouverts, j'ai jamais dépassé 4, et puis c'est peut-être pas plus mal non plus pour mon mental. La durée de vie d'un workspace dure 30 minutes. Sous-entendu, je suis dans un navigateur, un TLJ, vous connaissez le raccourci sous Mac POM-W qui ferme le fichier. Si vous faites ça dans Chrome, ça n'a pas le même comportement, ça va plutôt fermer votre navigateur. Donc il met un petit message, voulez-vous confirmer? Mais si vous confirmez, vous pouvez quand même récupérer le workspace.
Donc c'est assez pratique. Si vous voulez prendre un café, votre workspace n'est pas détruit. Alors là, moi je parle d'utilisation de dev. Si jamais vous voulez voir les autres cas d'usage qui sont vraiment intéressants, il y avait Philippe, Thierry et Horatio qui ont déjà fait plusieurs présentations, donc j'ai mis les liens. Vous pourrez les retrouver. Moi je m'attarde que sur le dev parce que je suis développeur à Zenica Nantes. Et au niveau communautaire, je suis pas mal intégré dans tout ce qui est GitLab et Gitpod depuis cette année, et au niveau des meet-up nantais, car je viens de Nantes, côté Human Talk et côté développement pour les enfants. Là, je parle de Gitpod, mais je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Alors, la première fois que j'ai montré ce slide, on m'a dit « mais t'es un grand malade, tu fais du Java dans du VS Code ». Ben oui, en fait, c'est possible. Il y a une extension faite par Red Hat qui est très bien et qui permet vraiment d'avoir la complétion dans VS Code, donc c'est pratique. Et ça marche bien. Il y a un moment donné, il y avait un template IntelliJ, c'est-à-dire que Gitpod, ils se sont dit, ok, nous, on va donner un outil, mais par contre, effectivement, si on fait du Java, ça ne sert à rien d'avoir tout ce qui va tourner autour du front. Donc, il y avait des templates qui ont commencé à voir le jour, et quelqu'un s'est amusé à créer un template IntelliJ. Je ne l'ai pas utilisé parce que ça mettait quand même pas mal de temps à tourner. Et en plus, c'est déprécié depuis 2021. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une intégration Gitpod JetBrains qui est en train de tourner avec JetBrains Gateway. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil client qu'on installe sur sa machine et qu'on va pouvoir se connecter en SSH sur des environnements cloud. Et du coup, forcément, Gitpod s'est intégré dans ce programme. Et à partir de là, avec le petit bouton Gitpod, on peut pouvoir vraiment se connecter à un repo et travailler en local. Moi, je n'ai pas une connexion chez moi assez fiable, on va dire, pour utiliser ce principe-là, mais ça peut être très sympa à utiliser. Alors pourquoi développer sur un IDE Cloud, surtout quand on fait du Java, on a l'habitude d'avoir un TJ, du Eclipse ou autre chose sur nos machines. Déjà, moi, ça me permet de switcher d'ordi. Là, c'est mon ordi pro. Une fois que j'ai fini ma journée, je le ferme. Et après, forcément, il y a quand même des trucs qui reviennent en tête, ou alors se dire, tiens, j'ai reçu une notif GitHub, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, dire, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Ah, puis c'est de la documentation, allez, je vais le changer. Sauf que là, aller rechercher mon ordi qui est de l'autre côté de la maison, ça m'embête. J'ai un vieux Mac qui est à côté de moi, et je lui dis, au moins, je vais pouvoir le prendre. Je vais pouvoir le prendre parce qu'en plus, j'ai rien besoin d'installer sur mon ordi. Et ça, c'est quand même assez pratique. On n'a pas besoin d'avoir tous les Maven, SDK, NVM, NPM, enfin tout le tralala. Et en plus, mon vieux Mac me remercie parce que du coup, il n'a plus rien sur l'ordi, mais je peux quand même faire du dev. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Pourquoi utiliser du cloud ? C'est parce qu'on va pouvoir faire des projets perso, des projets open source. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous allez un petit peu se balader sur Twitter, vous voyez un truc intéressant, vous allez voir un coup d'œil dedans, mais juste 2 minutes. Mais au final, vous allez essayer de créer une issue, une contribution, ou même mettre à jour. Au final, vous avez votre configuration principale, et derrière, vous allez pouvoir ouvrir quelque chose à côté qui va tourner sans gêner votre quotidien. Et si jamais on est dans un contexte d'entreprise, si on est protégé par un VPN ou un Nexus particulier à l'entreprise, là, on est dans le cloud. Donc, au final, on peut quand même télécharger nos dépendances tout en continuant à faire des choses pour notre entreprise. Et du coup, la plus-value, c'est de pouvoir ouvrir des projets avec des configurations différentes. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si on veut avoir un projet Java 17 d'un côté et Java 8 de l'autre côté, on ne va pas avoir de crash parce qu'on a lancé la mauvaise version de Maven. C'est quand même assez sympa. Et le fait de travailler sur le cloud, c'est ma connexion 4G, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon réseau chez moi, il n'est pas terrible. Donc, quand on me demande d'aller exécuter un Docker Compose avec 6 outils, enfin 6 applications, qui tourne avec du coup 6 images Docker différentes, là je peux aller me coucher, en fait, revenir le lendemain et j'aurai peut-être quelque chose. Alors que là, dans le cloud, au final, le téléchargement est fait sur le cloud. Et pour le coup, moi, j'ai rien besoin d'installer, ça va beaucoup plus vite que chez moi. Donc en tout cas, moi, ça m'arrange. Alors comment ça marche ? Donc en fait, on va pouvoir se connecter sur gitpod.io, on met le petit dièse, le nom de votre repo, le nom de votre branche, et vous allez avoir un VS Code qui va s'ouvrir. Alors sinon, on peut y aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, par GitLab, avec le petit icône Gitpod ou les boutons dans GitHub. Et quand vous arrivez sur un projet open source, ce qui est bien de faire, c'est de mettre le petit bouton Open in Gitpod. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le contexte d'open source, quand on arrive sur un projet, on se dit « Ah, ça a l'air sympa, je vais… » Et en fait, on voit le bouton. Donc là, on sait, si on connaît le produit, on sait qu'on n'aura rien à faire pour configurer notre machine. Et ça, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Et comment ça va marcher ? En fait, tout va se jouer avec le gitpod.yaml. C'est du YAML, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Comme on est dans un environnement cloud qui est containerisé, en fait, par défaut, Gitpod ouvrira votre projet avec des images, soit le workspace full ou workspace base. Je ne sais plus dans quel cas on prend tel ou tel, mais en tout cas, c'est des images qui sont construites, qui contiennent beaucoup de choses
et qui permettent de travailler. Derrière, ils sont aussi en train de mettre des images un peu plus petites, on en parlait côté sécurité ce matin, dans un hub Docker. Donc en fait, on va pouvoir choisir l'image et à partir de là, on va pouvoir la spécifier dans notre Docker, dans notre gitpod.yaml. Donc soit image file si on veut. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir se dire, mais en fait, moi, mon projet, il a une configuration tellement spécifique que j'ai pas envie de créer d'image sur le hub Docker. Je veux directement et simplement mettre un Dockerfile dans mon projet. Et à ce moment-là, quand on va ouvrir le projet, eh ben, on va aller, Gitpod va aller voir votre projet Dockerfile, enfin votre fichier Dockerfile, construire l'image et ouvrir votre environnement avec les manips que vous avez renseignées dedans. Ce qui est plutôt sympa. Et derrière, on va pouvoir lancer des tâches avec cet attribut task. Donc là, on verra tout à l'heure dans une démo. En fait, on va pouvoir lancer des activités qu'on fait habituellement. Moi, je travaille sur du Java. La première chose que je fais, c'est un clean install. Tout à l'heure, on va parler de Quarkus, parce que je fais surtout du Quarkus. Il y a une commande qui permet de lancer l'API Quarkus. Et ben, en fait, au lieu de la taper moi-même, même si c'est pas compliqué, on est d'accord, même si c'est simple à faire, et ben, en fait, si quelqu'un vous le fait, bon, peut-être un petit côté feignant qui arrive, mais c'est quand même plutôt sympa. On va pouvoir ouvrir des ports, parce que du coup, on est dans un environnement cloud assez isolé, mais on peut quand même ouvrir des ports, ce qui, on verra tout à l'heure, ça va servir. Et ce qui est pratique, c'est les extensions. Comme on travaille dans VS Code, il y a le système d'extension qui est plutôt sympa. Et comme on a en tête que notre projet, il est vraiment configurable, si je le donne à mon voisin, le but, c'est pas qu'il réinstalle lui-même les extensions. Enfin, ça sert à rien dans ces cas-là. Donc là, toutes les extensions sont vraiment mises dans ce fichier, et ce qui va permettre d'avoir, quand on va ouvrir le projet, une configuration identique, peu importe la machine, peu importe les personnes, et on n'a pas de questions à se poser. Donc là, je vais vous montrer une petite démo. Alors, je l'ai déjà lancé, le projet. J'ai gagné quelques secondes, il ne me reste plus beaucoup de temps. Là, l'objectif, donc forcément, quand on ouvre Gitpod, il va prendre l'image Docker, il va construire l'image Docker, donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais je vous rassure, hein, c'est 1 ou 2 minutes grand maxi. Et à partir de là, on a un VS Code qui apparaît, vous voyez bien. Et là, en fait, moi, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai configuré 2 terminaux. Pourquoi 2 terminaux? Quand on connaît Quarkus, comme il y a du rechargement à chaud, on peut lancer une fois notre API en mode dev et faire des modifs et ne plus y toucher. Et du coup, je me suis dit, autant le mettre directement à gauche, de le lancer automatiquement. Donc en fait, j'ai initié une tâche avec du coup le Quarkus dev. Je crois qu'on parle de Quarkus cet après-midi, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et comme généralement, ce terminal, en fait, je ne vais plus du tout y toucher. L'objectif, c'est d'en avoir un autre, où c'est à partir de là où je vais initier mes commandes pour ajouter mes extensions avec des lignes de commande ou des choses comme ça. Et après, j'ai mis la petite option Open Mode Slide Right pour vraiment dire découpe-le à droite, hein, ça se voit. Et comme ça, au moins, j'ai mon environnement qui est correct. Je vous parlais des ports. Le port, donc là, du coup, j'ai une application, le port 8080, je vais vous le montrer. Là, on est disponible. Donc là, on voit bien qu'on est sur du cloud. Je pourrais vous donner l'adresse, vous le verrez. Et là, à partir de là, on voit que je peux vraiment pinguer mon application parce qu'elle est disponible. Je vais très vite parce que j'ai plus du tout de temps. Donc là, on voit en fait qu'il y a 2 autres ports qui sont à côté. Là, c'est des ports MongoDB. En fait, je vous ai parlé qu'on est dans un environnement. J'ai l'extension Docker qui est de base installée sur VS Code. Et là, en fait, on voit que comme mon API Quarkus utilise Mongo, utilise un dev service Quarkus, en fait, il va démarrer une instance Mongo avec du test container. Et en fait, ma base, elle est vraiment disponible ici. Si on veut, on pourrait s'aventurer dedans pour voir un peu les données. Et en fait, ça vous déporte à dire, même si j'ai pas Mongo sur mon poste, même s'il a lancé une instance Mongo sur son poste, c'est pas compliqué. Là, en fait, je l'ai directement, j'ai rien à faire. C'est plutôt pratique. Et derrière, après, vous allez me croire sur parole. Quand on lance ça, on voit qu'on a des infos qui viennent de la base, je vous promets. Dernière petite chose, je vois que l'heure est finie. Là, j'ai pris une image. C'est une image en fait custom que j'ai fait. Pourquoi? Parce que il y a des templates Java qui existent, mais il n'y avait pas de template Quarkus. Donc en fait, moi, je me suis dit, c'est bête, mais moi, quand je fais du Quarkus, j'aime bien avoir la CLI. Les commandes Maven, entre guillemets, à rallonge, j'arrive jamais à m'en souvenir. Donc voilà, j'ai créé un petit template disponible, qui est dispo là si ça vous intéresse. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai mis un QR code de feedback si jamais vous avez des choses à me dire. Je reste là pour des questions à peine une petite demi-heure, donc n'hésitez pas. Et si vous aimez Quarkus et que vous n'avez pas de stickers, j'en ai quelques-uns que Red Hat m'a donné, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci pour la presse.
Est-ce que ça marche sur mobile, téléphone mobile? Alors certains font du dev sur iPod, sur iPad. Moi j'ai essayé sur mon iPhone, nickel. Hein. Par contre, il vaut mieux mettre un clavier sans fil. Et derrière, pour faire de la doc, je l'ai fait pour me marrer. Ouais. Bonjour. Moi, je n'avais pas compris comment il arrive à ouvrir des ports en fait vers ta machine locale. J'avais l'impression que. Alors en local, j'ai rien du tout. C'est vraiment là, les ports, c'est que je suis sur le cloud et en fait, il les met à disposition pour les pinguer. Donc en fait, mon API qui démarre sur un port 8080 que j'ai mentionné dans mon code, il est juste accessible de l'extérieur en fait. Donc je pourrais vous donner l'adresse et vous pourrez y aller. Mais comme c'est un environnement qui est éphémère, au final, il n'y a pas trop de crainte. Merci bien.